Ok. Bonjour Hélène, Bonjour Henri. comment vas-tu? Mais très très bien, merci. Merci d'être là. Écoute, pour faire une petite introduction, du coup, Hélène travaille dans l'environnement tech et startup depuis plusieurs années. Tu es toi-même entrepreneuse et cofondatrice d'Expertise, donc un organisme de formation qui aide les entreprises à réussir leur transformation digitale. En plus, vice-présidente de la French Tech Bordeaux, mentor de plusieurs entrepreneurs dans cet environnement-là et startup, bien évidemment, dans le programme Prépa de la French Tech, si j'ai les bonnes informations. Expert du design thinking, un sujet qu'on va aborder bien évidemment. Membre du conseil de développement durable de Bordeaux Métropole, vice-présidente du conseil de l'IUT, de l'Université Bordeaux-Montaigne. J'espère que tu arrives à avoir le temps pour ta vie personnelle parce que franchement, je ne sais pas comment tu fais. Oui, c'est assez riche et complet. Mais Oui. en petite parenthèse pour ma vie personnelle, j'ai trois enfants et un mari évidemment. Et j'ai à la fois l'immense chance d'avoir un mari qui est tout aussi impliqué que moi dans la vie privée, enfant et gestion. Et j'ai enlevé tous les temps de trajet. Et donc, je fais tout à pied à moins de 10 minutes Ah, de mon bureau et ça change radicalement la donne. Voilà. c'est l'avantage d'habiter à Bordeaux. On n'a pas ça à Paris. C'est pour ça que j'ai quitté Paris. Ah ouais, ok. Peut-être on va parler de ça alors plus tard. Déjà, bienvenue dans le show. Pour cet échange, je suis tombé sur le TED Talk que tu as fait il y a quelques années, je pense, Oui, où tu parles du fait qu'on pose souvent la question de qu'est-ce que la personne fait dans la vie, en premier lieu, dans une discussion quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Et pour toi, il faut poser autre chose. Donc, je ne vais pas te poser la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais te poser deux autres questions. C'est parle-moi de toi et comment tu aimes qu'on te présente. alors effectivement, tu as tout à fait raison. Je déteste qu'on me mette dans une case ou qu'on mette les autres dans une case et qu'on parle de moi en disant oui, oui, alors c'est une femme entrepreneur. Ben, je suis entrepreneur, point. Ou ah ben c'est, elle peut parler de ça parce qu'elle elle a trois enfants, ou elle peut parler de ça parce qu'elle connaît ce secteur d'activité. Et en fait, on est tous pluriels quelque part. Et c'est plutôt effectivement bah, comment on fonctionne. Voilà, moi, sans vantardise, mais j'aime bien effectivement dire que bah, moi j'ai une loyauté indéfectible, j'ai cette curiosité, ce dynamisme qui font que bah, du coup je m'ennuie jamais. Voilà. Magnifique. Et si tu dois parler en quelques mots de ce que tu fais, peut-être en ajoutant par rapport à mon introduction, aujourd'hui que tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas envie qu'on lui pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu te présentes à cette personne-là? Ah, ça, c'est la question piège. Je me présenterai pas forcément, mais plutôt je le questionnerai lui Ok. sur, tu vois, quel est le dernier livre qu'il a lu, qu'il a aimé, ou qu'est-ce qu'il a, tiens, la dernière expo qu'il a prévu d'aller voir, ou voilà. Et c'est plus ce genre de choses qui nous permettent de mieux comprendre comment sont les gens, et certainement pas le métier qu'ils font. Et le métier qui plus est, en français, on dit je suis médecin, je suis chef d'entreprise, c'est le verbe Ouais. être. Mm. Et dans beaucoup d'autres langues, on garde le verbe faire. Et je trouve que ça change beaucoup le sens. Effectivement, on fait un métier, et d'ailleurs on fait plusieurs métiers très souvent dans notre carrière, et notre métier ne correspond pas à ce que nous sommes, c'est la façon dont nous faisons les choses qui correspond plutôt à ce que nous sommes. Ouais. Magnifique. Donc, à ton avis, la première question, enfin, pas forcément la première question, mais je rencontre quelqu'un de nouveau. Premier réflexe ne doit pas être de connaître qu'est-ce qu'il fait ou de le mettre dans une case, mais plutôt de découvrir qui est comme personne, en fait. Si j'ai bien compris. Exactement. Ok, Ah, bah, tout à fait. ok, magnifique. Si on lance sur le sujet de l'entrepreneuriat en France, je sais que tu es, bien dedans avec la French Tech. Parle-moi de l'entrepreneuriat en France, où on est par rapport à la GAFA. Enfin, je sais qu'en France, on n'a pas quelque chose à comparer à Google ni à Apple, quoi. Mais j'ai l'impression que l'État, il met plein de choses en place. Ça avance dans le sens positif. J'aimerais bien savoir ton point de vue là-dessus.
Alors, on est plutôt bon hein, dans l'entrepreneuriat en France. Évidemment, comme tu le précisais, on n'est pas du tout à l'échelle de zones internationales type les États-Unis ou l'Asie. Voilà. Ouais. Parce qu'on a un marché, on va dire, d'expérimentation qui est beaucoup plus faible et par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier élément de réponse qui est non négligeable. Après, on commence, mais on revient de loin quand même, à comprendre on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite quand on est en équipe, ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Et on avait quand même, on a un lourd passé, on va dire, justement de gens qui sont formatés parce qu'ils ont fait les mêmes études, les mêmes préparations, ils ont les mêmes diplômes, ils sont allés faire leur stage dans les mêmes entreprises. Après, ils intègrent le même secteur d'activité. Et puis, au bout de 10 ans, ils ont envie de changer, mais on leur dit, ah ben non, parce que vous faites partie du secteur banque-assurance, vous n'allez pas venir dans l'agroalimentaire, vous ne connaissez pas, etc., etc. Et donc, en fait, on reste on s'auto-formate en permanence. Et c'est là, comme ça, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas voir les choses différemment, parce que je pense vraiment qu'entreprendre, c'est voir les choses différemment. Voilà. Et il faut repenser en permanence on va dire, ce qu'on constate ou ce qu'on voit ou ce qu'on utilise au quotidien pour entreprendre. Voilà. Si c'est pour faire la même chose que les voisins en essayant de faire mieux, ça, c'est pas génial. Oui, c'est dans l'innovation, enfin, tout est dans l'art de l'innovation, je pense. Mais de toutes les façons, il y a la plupart des entreprises qui se lancent. On pourrait dire qu'elles sont innovantes. Il y a une définition d'Eric Ries que j'aime beaucoup sur justement qu'est-ce qu'une start-up. Une start-up, c'est pas forcément une jeune pousse innovante au sens administratif ou réglementaire du terme. Une start-up, c'est n'importe quelle entité, n'importe quelle organisation qui est consciente qu'elle est sur un marché mouvant et qu'elle doit se réinventer et s'adapter en permanence. C'est ça une start-up. Et moi, je crois profondément à cette définition-là. Donc, entreprendre, on va innover. Alors, c'est vrai que le terme innovation est malheureusement souvent galvaudé, Oui. mais il demeure, si on reprend cette définition d'Eric Ries, il demeure tout à fait pertinent et on peut l'associer à l'entrepreneuriat. Oui. OK. Et tu as parlé de marché faible. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que c'est l'ouverture de l'Europe? Est-ce qu'il faut qu'on ne pense plus France uniquement, mais vraiment l'Europe en termes de continent entier comme un marché uni? Ou quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Alors, malheureusement, il n'y a pas qu'une seule réponse simple, sinon Okay. je serais déjà Premier ministre. Hein, Mais Je te le souhaite. je ne suis pas sûre là, tu vois, pas en ce moment. Je pense qu'un des éléments de réponse, il est déjà à l'école. C'est-à-dire, je pense qu'on a une culture de la gestion et des marchés, de l'économie, au sens micro et macro, absolument déplorable en France. On a un enseignement des langues étrangères pire que pitoyable. Et rien que ça, déjà, ce sont des premières barrières en fait à l'entrepreneuriat au sens international du terme. Et ce n'est pas quand on a 25 ans ou 30 ans et qu'on se dit tiens, comment je fais pour aller attaquer le marché voilà, le marché américain, qu'on se dit, ah bah tiens, alors comment je fais pour me remettre à niveau en anglais? C'est beaucoup plus difficile, évidemment. Donc, il faut avoir. C'est trop tard, ou tout du moins, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Donc, je pense que d'emblée, il faut avoir une meilleure culture de l'économie et bien évidemment un meilleur niveau en langue. Pas que en anglais, hein, pas seulement. Mais enfin, si les gens avaient un bon niveau en anglais, ce serait pas mal. Donc, je pense que ce sont déjà les deux premiers freins qu'il faudrait lever. Après, évidemment que l'Europe devrait être justement cette terre d'expérimentation, mais pas forcément que l'Europe. Il y a beaucoup de pays francophones, que ce soit le Québec, que ce soit des pays en Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas cela déjà? Il n'y a pas cette espèce de force, il y a une force culturelle dans les pays francophones, dans cette union des pays francophones, mais pas économique, ou très peu. Et c'est dommage. Alors effectivement, il y a quelques initiatives qui ont été plus ou moins freinées là avec le Covid, mais le sommet Afrique-France, il y a beaucoup d'échanges entre le Québec et la France, mais il faudrait que ça aille beaucoup plus loin. Donc il y a plusieurs pistes, on va dire. Et est-ce que c'est les entrepreneurs qui doivent penser à aller inventer ou à travailler dans les pays francophones, ou tu penses que c'est plutôt l'État qui doit
qui doit mettre des choses en place pour que tous les pays francophones travaillent d'une façon plus travail d'équipe, quoi, que chacun travaille individuellement à innover, à faire ses propres trucs dans son coin. Alors, j'ai tendance à dire que le service public et les entreprises, la relation entre les deux, l'État ou le service ne doit pas être un frein à l'entrepreneuriat ou au développement économique. Okay. Ça, c'est un peu mon leitmotiv parce que malheureusement, c'est très souvent un frein plus qu'un facilitateur. Mais là, sur ce sujet-là particulièrement, évidemment que l'institution aurait tout son rôle à jouer pleinement de facilitateur, de chef d'orchestre, justement, certainement pas de contrôle ou de pilote, mais de facilitateur. Voilà. Et là, effectivement, il y aurait une vraie valeur ajoutée. Ce serait beaucoup plus simple qu'un entrepreneur séparément ou même une association d'entrepreneurs. Et la French Tech est déjà un élément de réponse, d'ailleurs, à ce sujet. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis le départ, je m'intéresse beaucoup à la French Tech. Ok, justement, c'était la question d'après. Je sais que la French Tech, le programme Tremplin, si je ne me trompe pas, c'est dédié aux personnes qui souhaitent, qui ont des problématiques à entreprendre. Et du coup, l'accompagnement, il est fait pour eux quand même. Déjà, est-ce que tu peux me parler du tremplin en soi, m'expliquer tout ça et à qui il s'adresse exactement? Alors, le French Tech Tremplin, j'avoue que c'est un programme que je trouve à la hauteur, pour une fois, des enjeux. Voilà. Magnifique. En fait, bon, alors, il y a deux parties dans le programme French Tech Tremplin. Il y a une partie, on va dire le French Tech Tremplin 1, pour faire simple, qui s'adresse à des porteurs de projets, des porteurs d'idées, donc qui sont vraiment à un stade très précoce. Et puis, il y a le French Tech Tremplin 2, là, pour le coup, qui s'adresse à, ça y est, des entrepreneurs qui créent leur structure et qui ont besoin maintenant d'être incubés. Voilà. C'est le prépa et aussi, l'accélération. Exactement. Mais dans les deux cas, il y a à la fois le fait de proposer une enveloppe budgétaire pour que le porteur de projet ou le chef d'entreprise s'investisse pleinement dans son projet, parce que c'est évidemment quand même un des nerfs de la guerre, hein, c'est l'argent. Donc, voilà, donc il y a déjà cette vraie réponse-là. Et évidemment, il y a un accompagnement professionnel fait par des structures existantes qui est de grande qualité. Plus, et c'est tout aussi important, il y a du mentorat fait par des chefs d'entreprise et qui vont apporter ce regard justement très humain de partage d'expérience, de réassurance, d'ouverture de réseau, de conseils. Et c'est très souvent ce qui nous manque. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma première entreprise, j'étais dans une pépinière. Et dans cette pépinière-là, qui était un peu avant-gardiste, pour l'époque, il y avait à la fois justement cet accompagnement, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer ces locaux, comment on fait pour lire un bilan comptable, enfin j'en passe. Et puis, il y avait énormément d'échanges entre nouveaux chefs d'entreprise ou créateurs d'entreprise. Et cette qualité d'échange, elle est hors pair et elle est vraiment nécessaire. Donc, le French Tech Tremplin, je trouve qu'il est assez complet. Évidemment, comme c'est les premières versions, il est toujours à améliorer, mais comme tout d'ailleurs. Mais c'est une réponse qui est vraiment pertinente. Et alors après, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à des gens qui ne savent pas entreprendre, parce que de toute façon, personne ne sait entreprendre au départ. Hein. Il s'adresse à des gens, quelque part, qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans l'entrepreneuriat. Pour caricaturer mes propos, mais voilà, vous ma pensée, quand on fait une école de commerce, donc je rappelle quand même une école payante, donc évidemment ça ne s'adresse pas à l'ensemble des étudiants. Quand on fait une école de commerce, on va nous mettre à l'aise avec cette culture de l'entrepreneuriat. On va expliquer aux étudiants, mais oui, bien sûr, il faut entreprendre, c'est génial. À un moment dans votre carrière, vous allez entreprendre. Et puis, on leur dit qu'en plus, que les étudiants sont hyper forts. Donc, il n'y a pas de problème de confiance en soi, d'oser, etc. À l'inverse, quand vous n'avez pas fait d'études ou quand vous avez fait des super études, mais en lettres, en sociaux, en je ne sais quoi, on ne vous a pas du tout parlé comme ça. Absolument pas. On ne vous a pas incité à le faire, on ne vous a pas dit que c'était faisable, que les portes étaient ouvertes. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait une école de commerce
que vous n'allez pas avoir une idée d'entreprise. Et ce n'est pas parce que vous avez fait une école de commerce que vous allez être un bon entrepreneur non plus, d'ailleurs. Oui. Donc là, le French Tech Tremplin s'adresse à des gens, alors ce qu'on appelle issus de la diversité, pour justement dire ce que je disais, enfin reprendre ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de formatage et d'auto-formatage, c'est tout le monde peut entreprendre. Il faut évidemment pas le faire n'importe comment, il faut être accompagné, aidé, etc. Mais tout le monde peut entreprendre. Et donc, on va aller chercher des gens qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans l'entrepreneuriat. Donc, ça va être des gens issus des quartiers prioritaires de la ville, ça peut être des gens qui ont été boursiers au lycée et qui ont plus ou moins stoppé leurs études d'ailleurs. Ça, c'est même pas un critère. Ça peut être des gens issus de la migration, enfin, peu importe. Et tous les gens qui ne sont pas aidés et accompagnés d'emblée. Voilà. Et c'est ouvert toute l'année du coup pour les personnes qui ont des idées ou c'est uniquement une, deux fois par année parce que j'ai vu qu'il y a certaines dates sur Oui. le site. Oui, alors on a lancé, on va dire, ce qu'on appelle des espèces de promos. Donc effectivement, alors c'est toute la valeur ajoutée, le côté positif, c'est une vraie valeur ajoutée de la promo. Il y a un esprit d'équipe et justement, on instaure cette espèce d'entraide et de partage entre les entrepreneurs ou les porteurs de projets. Après, effectivement, c'est aussi une des pistes qu'on pourrait améliorer, c'est dans le temps de recrutement. Parce que si on a loupé la promo, ça ne marche pas. Hier, j'ai échangé avec quelqu'un qui me parlait d'un chef d'entreprise qui avait tout perdu suite à l'explosion à Beyrouth et qui était arrivé à Paris sans être particulièrement bien préparé, ni psychologiquement, ni financièrement à ce qu'il venait de vivre. Et donc, effectivement, le programme French Tech Tremplin aurait été une super réponse pour lui pour qu'il se relance. Sauf que, à une semaine près, il avait loupé la date. Et évidemment, je ne peux pas lui dire, écoutez, restez bien sagement quelque part et dans 6 mois, on se rappelle. Bon, voilà. Ouais. Donc, voilà, il y a l'esprit promo et qui, justement, permet l'accompagnement, etc., d'un groupe en même temps. Mais en même temps, il y a ces contraintes-là de temps qu'il faudrait essayer de résoudre. Voilà. Du coup, les entrepreneurs qui vous appellent ou qui font appel à la French Tech, ils doivent pitcher leur idée. Est-ce que vous acceptez toutes les idées à n'importe quelle maturité? Comment ça se passe par rapport aux projets qui sont présentés à vous et lesquels vous sélectionnez? Alors, là, dans le cadre de French Tech Tremplin, on va dire que ce sont les mêmes, enfin en tout cas moi je fonctionne avec à peu près les mêmes critères que dans n'importe quel autre programme. C'est-à-dire que je vais avoir d'abord une première impression, donc c'est du ressenti. Alors je sais que certains critiquent quand on parle d'impression. Moi je suis convaincue que la phrase là, la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise, elle fonctionne très bien. Et donc, n'importe quel, on va dire, chef d'entreprise ou créateur, peu importe le stade, à partir du moment où ma première impression, c'est qu'il croit réellement dans son idée, évidemment, elle peut ne pas être, suivant le stade, elle peut ne pas être aboutie, sinon il n'aurait pas besoin de pitcher de toutes les façons, sinon il pitcherait directement devant des investisseurs. Donc, mais il faut qu'il y croit dans cette idée. Cette idée, c'est quoi? Cette idée, elle va résoudre un problème rencontré par des clients. Donc, il ne s'est pas dit, tiens, j'adore la blockchain, tiens, si je faisais tel produit. Non, parce que la tech n'est jamais une finalité en soi, c'est un moyen de résoudre un problème. Et c'est ça, d'ailleurs, l'innovation. Il faut qu'en toute humilité, on puisse se dire, j'ai compris avec empathie tel type de client auquel j'ai envie de m'adresser et je trouve le moyen de résoudre son problème. Et il n'y a que lui qui peut me dire si c'est une bonne solution à son problème ou pas. Personne d'autre. Et donc, ça veut dire qu'en tant que porteur de projet ou chef d'entreprise, j'ai cette nécessité de remise en question en permanence je suis convaincu de pouvoir apporter une solution. C'est peut-être pas la bonne à l'instant T. On va l'adapter, on va l'améliorer, on peut la repenser, on peut même en inventer d'autres, des solutions. Mais je sais que j'ai cette conviction d'y arriver un jour. Et en fait, moi, c'est ça que je teste, entre guillemets, dans un pitch.
Voilà. Après, évidemment, il faut que ce soit entre guillemets crédible et raisonnable. Celui qui me dit, bah, moi, dans 6 mois, j'invente le nouveau Facebook, bon, bah, il va falloir qu'il m'apporte quand même quelques justifications. Ouais. Celui qui me dit, moi, je suis là pour rendre les gens heureux, bien, parfait, on est tous d'accord. Et sinon, voilà. Donc, il faut que ce soit crédible, mais avant tout, c'est de la conviction et de la compréhension du fonctionnement de notre cible, on va dire. Ok. Et à ton avis, si je m'adresse personnellement à toi, tu m'as parlé du ressenti. Le ressenti, c'est un truc très subjectif, donc tu peux juste. C'est plutôt l'idée, c'est plutôt l'entrepreneur en soi, l'équipe, le marché, parce que tu crois, j'en sais rien, le marché des voitures électriques, c'est le boom, et la personne enfin l'équipe propose une solution pour cet environnement-là. Est-ce que c'est les trois en même temps? C'est quoi qui définit ton ressenti en soi, quoi? Alors, en fait, je pense qu'il faut un peu de tout. C'est-à-dire que dans ce que tu viens de citer, indéniablement, bon, l'idée, encore, enfin, j'en ai parlé, je pense que c'est la première, évidemment, le premier critère. Mais Okay. la personne qui n'est pas entourée ou n'a pas conscience qu'elle va devoir être entourée pour réussir, donc travailler en équipe, je n'y croirais pas. Elle peut ne pas, évidemment, avoir une équipe complète à ce stade-là. On ne peut pas lui reprocher. Mais en revanche, si elle n'a pas conscience qu'il va lui falloir une équipe autour d'elle, Oui. là, ça commence à être aussi compliqué. Et pareil, si la personne qui me dit, moi, j'ai telle idée, je voudrais faire telle solution, je n'ai aucune compétence, mais ne serait-ce que de l'acculturation sur la techno, par exemple, donc sur la faisabilité, ça va coincer aussi. Parce qu'elle ne va pas pouvoir choisir, en fait, avec qui elle a envie de travailler, ne serait-ce que ça. Donc, il faut, enfin, évidemment, il ne faut pas être expert à tous les sujets, d'abord, ça n'existe pas, et puis je pense qu'on sera capable de travailler en équipe, mais il faut quand même qu'il y ait cette acculturation, cette connaissance transverse qui permette justement de faire les bons choix. Oui. Dans les bons choix, notamment, que ce soit de prestats, d'associés, d'équipes, de collaborateurs, peu importe. Mais en tout cas, une équipe au sens global et complet du terme. Et ça, vraiment, je pense que c'est primordial. Et après, évidemment, c'est la posture du porteur de projet ou créateur ou chef d'entreprise. Cette posture-là, je parlais d'empathie et d'humilité tout à l'heure, et en Oui. même temps de motivation exacerbée. Et je pense que c'est ce mélange-là qui fait que on va être entrepreneur. Après, il y a plein de façons, entre guillemets, d'être chef d'entreprise. On peut être d'abord bon dans l'entrepreneuriat au sens lancement. Certains sont bons, mais sont meilleurs dans le développement de l'entreprise. Bon, voilà, il y a plusieurs profils différents. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une motivation exacerbée parce que ce n'est vraiment pas simple. Oui. Il faut penser en permanence client. Et ça, il ne faut jamais penser produit en premier, il faut penser client. Et une fois qu'on a dit ça, ben, on a fait un peu le tour de la question, mais ce n'est pas pour ça que les gens savent le faire. Et évidemment, ben, pour ça, il faut et de l'empathie et de l'humilité. Voilà. Après, indéniablement, il faut aussi de la chance. Mais il y avait une vidéo, j'ai oublié, je m'en excuse, le nom du professeur à l'ESCP qui avait fait cette petite vidéo qui s'appelle Comment avoir de la chance. Et Intéressant. j'avais trouvé ça fantastique parce qu'effectivement, il dit, bien sûr que tout le monde peut avoir de la chance ou de la malchance, mais en fait, les plus grands succès, ce sont les opportunités. Et une opportunité, ben, c'est quoi? C'est notre propre capacité à aller transformer de la malchance en matière de travail ou d'innovation, ou alors aller saisir les chances qui peuvent arriver sur notre chemin. Et donc, en fait, ce n'est pas juste le hasard, on a de la chance parce qu'on est capable de saisir les opportunités. Et puis, il conclut avec une phrase que je trouve plutôt intéressante, même si elle est pleine d'humour, c'est de toutes les façons, pour pouvoir saisir des opportunités, il faut déjà en être une soi-même. Oui. Voilà. Oui, grave. Euh, Ça me fait penser à quelque chose. Je pense que c'était le coach de Michael Jordan qui a dit en fait, la chance, c'est une opportunité qui rencontre la préparation. Donc, toi, tu es Complètement. préparé, tu as tout fait en avance, quoi, et tu as une chance. Ce qu'on appelle une chance, c'est une opportunité. Et bah, tu l'utilises, quoi. Enfin, Très bien. pour retourner sur ton rôle en tant que mentor dans ce programme,
Est-ce que c'est toi, enfin, personnellement, si quelqu'un est mentoré dans ton équipe à toi, est-ce que c'est plus un accompagnement sur la technique de construction de l'entreprise, du business model, etc., ou plus tu travailles sur le côté motivation et lui, il va trouver via le reste des choses que vous mettez en place, euh, comment aboutir techniquement à ce qu'il a envie de faire? En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand on est mentor, alors que ce soit voilà, French Tech Tremplin ou dans les Launchpads de Google ou divers dispositifs comme cela, quand on est mentor, évidemment qu'on a des spécificités. Moi, je vais plutôt bien connaître toute la partie du Canvas, donc avec les business model Canvas, à poser les bons fondamentaux. Donc ça, je vais pouvoir guider pour que le porteur de projet puisse le réaliser. Mais il y a bien évidemment aussi cette capacité à poser des questions, en fait. Et c'est ça qui est primordial quand on mentor. On n'est pas là pour pour prêcher la bonne parole. On ne sait pas mieux que la personne qu'on a en face de nous, bien au contraire. Okay. En revanche, il faut que nous, on sache poser les bonnes questions et que du coup, on fasse émerger chez lui le fait que soit il n'a pas les bonnes réponses et on peut l'aider à aller chercher les bonnes réponses, oui. Ou des réponses tout court d'ailleurs, elles ne sont pas forcément les bonnes, mais en tout cas des réponses. Soit il prend conscience qu'en fait, il sait déjà des choses et du coup, on le rassure. Enfin, voilà, il y a presque du coaching aussi individuel, indéniablement. Mais donc, il y a à la fois de l'humain et à la fois de l'expertise métier diverses et variées qui va être nécessaire de toutes les façons dans cette démarche-là. Et est-ce que tu fais cet accompagnement, toi, personnellement, hors la French Tech? Est-ce qu'il y a des startups qui viennent de pitcher, pas forcément parce qu'ils ont besoin d'aide, mais tu dis peut-être ils ont besoin de moi de temps en temps, ou des personnes que tu crois dans leur esprit entrepreneur, dans leur motivation, tu dis ils ne correspondent pas à la French Tech ou au programme que nous on propose, mais j'ai envie d'accompagner cette personne? Alors, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent de me dire il ne correspond pas au programme dans lequel je suis, mais j'aimerais bien l'accompagner. En revanche, oui, c'est ça. Sinon, je me serais battue pour changer les règles du programme. J'avais l'impression que c'est un peu restreint sur les personnes qui ont vraiment des difficultés et certains entrepreneurs, ils n'ont pas ce type de difficultés. Qui sortent de l'école de commerce ou ils ont un associé dans une école de commerce. Enfin, ça peut exister en fait. Oui, mais là, dans ces cas-là, il ne postule pas au French Tech Tremplin. Ouais, en revanche, il va postuler peut-être chez un incubateur, par exemple. Voilà, il y a beaucoup. On va dire, pour reprendre les termes à la mode, on a des écosystèmes et un écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui est quand même assez riche. Oui. Il y a énormément de structures d'accompagnement qui ont des dispositifs plus ou moins vraiment pertinents d'ailleurs, hein, mais il y a de très belles choses qui sont faites. En tout cas, ça ne peut pas être un frein ou le seul frein, justement, à être accompagné. Après, ce qu'il faut, c'est trouver. Alors, nous, on essaie au sein de French Tech, justement, de rendre un peu plus lisible cet écosystème sur Bordeaux, mais d'autres French Tech, de Capital French Tech ou Communauté French Tech le font très bien aussi sur leur territoire. C'est de rendre lisible et de se dire, OK, moi, de quoi j'ai besoin? Et donc, du coup, quelles sont les réponses que je vais aller chercher? Voilà. Et donc, là, dans les réponses que je vais aller chercher, je vais aller plutôt frapper à la porte de telle pépinière ou de telle structure associative ou de tel incubateur. Enfin, voilà. Mais ça, c'est juste de la clarté, entre guillemets, dans cette offre qui est vraiment très riche. En revanche, effectivement, après, on est tout à fait capable, et je suis loin d'être la seule à faire ça sur Bordeaux, de mentorer, d'accompagner autant que faire se peut des porteurs ou des chefs d'entreprise qui ne sont dans aucune structure. Mais juste parce qu'il y a eu une rencontre à un moment, que la personne a confiance en nous sollicite en disant est-ce que on peut passer un peu de temps en temps et j'aimerais bien que tu sois mon mentor. On le fait. On n'est pas, voilà, encore une fois, on évite les cases. Hein. Oui. On n'est pas en boîte de nuit, quoi. Tu rentres pas, voilà, hein, évidemment. Mais c'était là ma question en fait, oui.
Donc effectivement, ça, enfin, je le fais et on est plusieurs à le faire. Après, indéniablement, une des difficultés, c'est de le faire bien. C'est de le faire bien parce qu'on est nous-mêmes entrepreneurs, on est nous-mêmes sollicités et c'est très difficile aussi enfin, d'éviter, on va dire, de dire à quelqu'un bien sûr compte sur moi et de ne pas pouvoir lui accorder le temps, les connaissances, les compétences et le réseau dont il a besoin. Et là, il ne faut pas que ce soit déceptif, voire carrément contre-productif pour lui. Donc on a quand même cette responsabilité de savoir dire non, quoi. À un moment, c'est non, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Parce que du coup, tu attendrais des choses que je ne suis pas en mesure de t'apporter. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes difficultés. C'est beaucoup plus difficile de faire ça que de mentorer. Oui, ça va vraiment, bien évidemment. Euh, je bascule sur un autre sujet qui est d'actualité aujourd'hui, enfin, qui est d'actualité depuis 20 ans en France, en tout cas, la Mhm. transformation digitale. On entend tous parler et souvent les gens, moi-même inclus, certaines fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, on ne peut pas digitaliser ce truc-là, quoi. Donc, des fois, je ne comprends pas de quoi ça s'agit. Déjà, j'ai envie de savoir ta définition de qu'est-ce qu'une transformation digitale, que ce soit dans une entreprise, dans un écosystème, dans une startup ou etc. Quoi. Alors, je vais être brusque. Ok. En fait, le terme transformation digitale ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ok. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que ce ne soit pas clair pour personne, en fait, hein, puisque ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est mieux que quand on parlait il y a une vingtaine d'années, on va dire, de révolution numérique, où là, je trouvais ça catastrophique parce que ça sous-entend qu'on passe d'un état A à un état B, voire C, Ouais. alors que pas du tout. Hein, on sait qu'on est juste au début de l'escalier et on ne sait absolument pas combien de marches on va devoir gravir si tant est qu'il y a un palier au bout. Donc le terme transformation est beaucoup plus adapté, à mon sens. Mais effectivement, ça ne veut rien dire. Beaucoup d'entreprises ont voulu se transformer, entre guillemets, en digitalisant. Comment? Au moyen de l'installation, l'implémentation d'un outil, alors type CRM, ou tiens, si je me mets à faire du e-commerce, ou peu importe après, mais bref, c'est de la digitalisation au travers d'un outil. Et là, évidemment, c'est un échec cuisant. Donc, pour moi, la transformation digitale, si on devait non pas donner une définition, mais plutôt expliquer autant que possible ce qu'on met derrière, c'est qu'effectivement, l'impact du digital permet notamment, ou nécessite plutôt d'ailleurs, d'accélérer. D'accélérer pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une diversité et une quantité astronomique d'offres diverses et variées, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a évidemment tous les clients potentiels ont cette capacité à aller chercher des produits ou des offres qui viennent d'autres pays. Ils ont la capacité d'aller chercher les informations, de comparer, etc. Donc, bien sûr qu'ils vont être plus exigeants et ils vont être moins fidèles a priori. Pourquoi est-ce qu'on dit que la transformation digitale nécessite d'accélérer? C'est parce qu'en fait, il faut absolument, encore une fois, je reparle d'empathie et d'humilité, il faut absolument se dire ce que j'apporte comme réponse à un besoin d'un client. Il n'y a que le client qui va être capable de me dire si c'est un go-no-go, si c'est effectivement une bonne solution ou pas. Ça reste à l'état d'hypothèse. Tant que lui n'a pas confirmé, il n'a pas confirmé comment, en achetant et en utilisant. C'est aussi simple que ça. Pardon. Et donc, il faut accélérer parce qu'il faut aller vite afin de savoir si on perd du temps, si on est sur la mauvaise hypothèse de solution. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Je m'évertue à dire aux entreprises que j'accompagne que si, dans le cas d'une création d'entreprise, si ce n'est pas le bon produit, ça ne veut pas dire que leur entreprise est bonne à jeter, même si elles n'ont qu'un produit au départ. Ok. Très intéressant ce D'accord? que tu dis. Ok. Et ça, c'est fondamental. Il faut vraiment partir du principe que on est là parce qu'on a compris notre client, on est centré sur notre client, parce qu'on est en équipe et de façon diversifiée, pluridisciplinaire, on va être capable de jouer l'intelligence collective pour faire quoi? Pour pouvoir mieux comprendre, mieux créer et proposer des hypothèses de solutions. Et évidemment, c'est de façon itérative qu'on va apprendre si c'est une bonne hypothèse de solution ou pas. Et le jour où c'est une bonne hypothèse de solution, on peut appeler ça
une innovation par exemple, ou l'art de se différencier, ou peu importe. Donc, pardon. Il est vraiment fondamental de penser accélération, non pas juste pour aller vite et avoir une gamme de produits jetables, entre guillemets, mais accélérer pour se dire, il faut que je sache rapidement comment apprendre et améliorer ce que je propose à mon client. Ça, c'est la première chose. Et dans le cas de la transformation digitale, donc accélération, itération et centré client. Le tout, évidemment, encore une fois, hein, si on veut aller vite et loin, en fait, il faut partir à plusieurs avec les bonnes méthodes. On est dans une équipe pluridisciplinaire et on joue l'intelligence collective. Voilà, ça pour moi, c'est la transformation digitale. Et une fois qu'on a dit ça, la transformation digitale d'une entreprise, elle va évidemment penser différemment son marché, penser différemment comment elle répond aux besoins de ses clients existants ou à venir. Elle va du coup se structurer différemment, s'organiser. On parle d'engagement collaborateur. C'est pas juste au monde des bisounours pour qu'il soit plus heureux. Un collaborateur qui est engagé, c'est un collaborateur qui comprend pourquoi il fait quelque chose, ça a du sens, ça lui parle, il se sent acteur et responsable, et du coup, évidemment, que dans ce cas-là, ça marche beaucoup mieux et il s'investit intellectuellement beaucoup plus que s'il a un chef Hayon qui lui dit quoi faire et alors qu'il ne comprend absolument pas pourquoi. Oui. Et tu penses que dans ta définition, même si ça rejoint plein de points que j'avais en tête, est-ce que tu penses dans l'industrie aujourd'hui, on est capable de faire ce type de choses? Parce que faisant un sprint de 3 semaines pour produire une voiture, ça sera, avis personnel, après avoir travaillé dans le secteur automobile, je ne vois pas comment on peut le faire en fait. Alors, il y a un très bon exemple, enfin des très bons exemples. Okay. Moi, j'accompagne plusieurs industriels. Et puis, il y a des industriels que je n'accompagne pas, mais qui réussissent aussi très bien, justement à appliquer ce que je viens de dire sur la transformation digitale. Il y a déjà le groupe Michelin, indéniablement, et il y a l'industrie Cadieux, et il y avait un très bon article hier sur ce qu'ils ont fait. C'est une chef d'entreprise qui a pris les rênes de cette industrie et qui a justement intégré, dans le cadre de cette transformation digitale, le lean management, qui fait partie de ces méthodes de travail collaboratif dans le cadre de la transformation digitale. C'est-à-dire que, évidemment, si on parle d'éviter les gaspillages, ça sous-entend qu'il faut connaître ses collaborateurs, il faut connaître ses équipes, il faut connaître ses clients, il faut connaître ses prospects. Du coup, pour pouvoir évidemment optimiser ce qu'on leur apporte, éviter les gaspillages, donc tant de compétences, d'argent, de bugs à corriger divers et variés sur les chaînes de prod. Oui. Mais il y a aussi, et on rejoint cet engagement collaborateur et cette intelligence collective, dans ce cadre de transformation, eh bien, en fait, elle a mis en place un concours innovation en interne, en créant des petites cellules, on va dire, pluridisciplinaires, et l'entreprise, l'industrie s'engage à porter les trois challengers, on va dire, et tous les ans, c'est comme ça. Et évidemment que du coup, elle a augmenté, je ne sais plus, je crois que c'est de 200% son chiffre d'affaires en quelques mois ou années. Ça fonctionne. Ce n'est pas, encore une fois, moi j'entends encore trop souvent que performance et engagement des collaborateurs, c'est le monde des bisounours. Non, non, ce n'est pas le monde des bisounours. Ça fonctionne. Il y a des KPI, il y a des croissances qui peuvent être à 2 chiffres, et c'est comme ça que ça fonctionne sur le long terme, et qu'on repense et on se réinvente tout le temps. Voilà. Ok. Ça répond en effet à mon point de vue. Et justement, parler de réinventer, je reprends tes mots dans l'un de tes articles, en fait, se réinventer quand ça marche encore très bien, avec un point d'interrogation, c'est intellectuellement compliqué et financièrement très difficile. Mais la question, c'est est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de se dire tout fonctionne bien, pourquoi je réinvente tout ce que je suis en train de faire? Bah, ce serait un peu condescendant de dire que c'est une nécessité, mais je pense quand même que ça se rapproche. Ok. Ça se rapproche, encore une fois, hein, tout s'accélérant. Si on reste quelque part, et c'est souvent le risque,
Si on reste sur notre marché qui se passe bien et on arrive à avoir un bon chiffre d'affaires et qu'on ne se remet pas en question et qu'on n'est pas du coup, encore une fois, à l'écoute parce que nos clients et nos prospects, eux, en revanche, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Eux, leurs comportements peuvent évoluer, changer, s'exacerber parce qu'il y a des nouveaux concurrents, parce qu'il va y avoir des nouvelles technos, parce qu'il y a un impact sur les usages, etc. Donc, de toutes les façons, si nous, on ne change pas, ceux à qui on s'adresse changent. Ok. Donc, forcément, ça ne peut pas être pérenne. Ça peut fonctionner à un moment, mais ça ne peut pas être pérenne. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, ça frôle la nécessité. Après, oui, c'est très compliqué et très difficile de se réinventer quand tout va bien. Et il y avait un article, un édito dans Le Monde il y a quelques années qui se moquait, entre guillemets, gentiment de la Suisse et de cette nécessité de quelque part de créer dans le chaos. Et que pour être créatif, il fallait être entouré de problèmes ou être dans le chaos. Et en se moquant en concluant l'édito, l'auteur avait écrit que c'est pour ça que la Suisse avait toujours inventé uniquement la pendule à coucou. Voilà. mais mais c'est pas faux. Et ce qu'on a vu là pendant le Covid, moi j'ai trouvé qu'il y avait une créativité au sein des équipes, une remise en question qui était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, quand on accompagne des équipes pour innover, ou si on prend ce terme-là, c'est nous qui devons forcer le chaos. Par exemple, avec le design thinking ou le design sprint, la première étape qu'on appelle la compréhension, quelque part, comme on doit éliminer un maximum de biais, qu'on doit enlever des fausses croyances, qu'on doit partager, c'est comme si chacun arrivait, alors je parle bien d'une image, hein, on n'est pas en train de jouer avec les Lego, mais c'est comme si chacun arrivait avec son petit objet, sa petite figurine en Lego, et qu'au fur et à mesure de la journée, chacun le dépiote, et puis à la fin de la journée, il y a une espèce de tas qui ne ressemble plus à rien, avec plein de petites pièces détachées. Et là, l'équipe est complètement perdue parce qu'on a tout déconstruit. Mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Et donc, c'est beaucoup plus simple de déconstruire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien que de dire, écoute, tout va bien, mais on va quand même déconstruire. Et là, c'est évidemment très compliqué. Ça, c'est le premier élément. Donc, le Covid, le confinement qui a été quand même assez violent au mois de mars, et je ne dis pas qu'il ne va pas l'être une deuxième fois, mais en tout cas, cette première fois, ça a été extrêmement violent. Du coup, ça a créé le chaos de fait. Et j'ai été émerveillée, au sens vraiment strict du terme, j'ai eu des exemples pendant le confinement, justement, d'équipes industrielles, d'agents du service public, et en fait, tous ont joué le jeu de tiens, j'ai telle idée, comment on pourrait la creuser, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, à la reconstruction après. Et en fait, quand on parle d'engagement, c'est exactement ça. Là, Oui. c'était un enjeu sociétal, le Covid, donc on avait tous envie d'apporter notre pierre. Il y avait des équipes qui ont travaillé sur des masques, en tissu, en plexi, en je ne sais quoi, d'autres qui ont analysé des produits désinfectants, d'autres qui ont essayé de travailler sur l'école à la maison, parce qu'on a tous eu envie justement d'apporter notre pierre à l'édifice. Et ça correspond en fait à ce qu'on appelle l'engagement des collaborateurs, sauf que c'est pas sociétal, c'est pour leur entreprise. Et encore, parfois ça peut être pour l'entreprise au profit de la société. Mais c'est très très important. Alors du coup, évidemment que si on crée le chaos et que du coup on crée quelque part, on déstabilise et qu'il y a des enjeux financiers derrière, là ça se complique d'autant plus. Tout le monde ou quasiment connaît l'histoire de Kodak. C'est Kodak qui a été tué par l'appareil photo numérique et c'est Kodak qui a inventé la photo numérique. Voilà, mais sauf que les enjeux pour transformer l'entreprise étaient financièrement injouables puisque effectivement l'entreprise était structurée, organisée en DAS, entre guillemets, en domaine d'activité spécifique sur la pellicule. Donc, il y avait une remise en question tellement importante et donc, du coup, avec des enjeux, notamment financiers, tellement considérables, que du coup, ils ne l'ont pas fait. Sauf que ça les a tués. Voilà. Ok. Donc, tu as répondu à une question que j'allais poser après, et tu as parlé en même temps du design thinking et du design sprint. Est-ce que tu peux nous définir ça et parler quelques mots par rapport à ce sujet, s'il te plaît?
Ah oui, bon, quelques mots, ça va être difficile, il va falloir que tu m'arrêtes. Ok. C'est, alors, on va dire, quand on dit qu'on peut aller avec la transformation digitale, si on le fait bien, on peut aller vite et loin à plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, en ayant une équipe pluridisciplinaire, en comprenant avec empathie nos clients pour comprendre les problèmes qu'ils rencontrent et voir ce qu'on peut résoudre, effectivement, on arrive à innover. Et donc, moi, je dis toujours qu'il faut, savoir comment on le fait. Il faut utiliser les bonnes méthodes. Et donc, les bonnes méthodes pour faire ça, c'est justement les méthodes de travail dits collaboratifs. Dans ces méthodes de travail dits collaboratifs, il y a en gros la grande famille du Lean avec toutes ses déclinaisons, la grande famille de l'Agile avec toutes ses déclinaisons aussi, et la grande famille du Design Thinking avec le Design Sprint, qui est une méthode que j'affectionne particulièrement puisque elle a été instaurée par Google et à la D-School, on va dire à l'université de Stanford. En fait, le Design Thinking, pour moi, est la meilleure méthode pour justement innover, puisque une équipe pluridisciplinaire résout une problématique complexe. Les problématiques complexes, c'est un terme qui a été largement développé par les fondateurs justement de la D-School et de l'agence IDEO, à savoir Brown et Kelly. Une problématique complexe, c'est typiquement, justement, quand on est, on va dire, cadre sup ou carrément entrepreneur, c'est ce qu'on gère quasiment au quotidien. On ne gère pas des petits problèmes, on est Oui. censé gérer des problématiques complexes. Les problématiques complexes, elles peuvent être évidemment de l'ordre d'un lancement de produits ou de services, d'un plantage de projet à un moment, d'une problématique d'organisation ou de stratégie. Enfin, tout ça, ce sont des problématiques complexes. Et une problématique complexe, par définition, puisqu'elle est complexe, c'est qu'en fait, elle ne peut pas avoir qu'une seule solution. Si vous posez la question à 5 experts différents en posant la problématique complexe, vous aurez 5 réponses qui peuvent être pertinentes, différentes. Oui. Et c'est le principe même justement de la problématique complexe. Et du coup, le design thinking, il permet justement de se dire comment on fait pour résoudre cette problématique complexe. Eh bien, comment on fait? On va d'abord partir de l'étape de compréhension. Ensuite, alors que là, tous les outils d'empathie. Et ensuite, on va faire de l'idéation pour réussir à créer des hypothèses de solutions. Et le design sprint, je disais qu'il avait été mis en place par donc c'est les designers du fonds d'investissement du groupe Alphabet, les designers de Google Venture, qui effectivement ont dit nous on utilise le design thinking puisque nous sommes voisins de l'université de Stanford, donc nous sommes nés avec la D-School, et nous utilisons, et c'est parfait pour accompagner les projets innovants, qu'ils soient internes ou externes au groupe Alphabet, mais on a besoin de savoir plus tôt, plus vite, si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse de solution. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut, d'où cette nécessité d'accélérer. Et donc, ils ont conçu le design sprint. En fait, ils sont repartis, on va dire, à 80% du design thinking. Et puis, ils ont rajouté 10% de ligne et 10% d'agile. Et ils ont pris ce qu'ils estiment de plus efficace pour qu'une équipe ensemble puisse résoudre cette problématique complexe. Et ils ont agencé d'une telle façon qu'en fait, en 5 étapes, qui sont les 5 étapes principales du design thinking, en 5 étapes, une équipe projet résout une problématique complexe. Sauf que ces 5 étapes-là, c'est maximum 5 jours. Le design thinking, c'est génial, mais ça peut durer des semaines et des semaines. Là, le design sprint, c'est 5 jours maximum. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Il y a toujours les 5 étapes, mais c'est un temps très court. Justement, pour pouvoir se dire, mon hypothèse de solution, elle a été choisie par l'équipe à la 3e étape, pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse, il faut absolument que je la confronte à mes utilisateurs finaux. Et donc, pour la confronter, il faut que je puisse la prototyper, donc ça c'est l'étape 4, et ensuite la tester auprès de vrais utilisateurs, l'étape 5, et en fonction de ces retours clients que l'équipe va avoir, de ces feedbacks, pour reprendre ce terme anglais, on va pouvoir prendre des décisions. Donc, confirmer si c'est une bonne hypothèse avec les premières améliorations qu'on aura eues issues de ces feedbacks-là, ou est-ce qu'en fait, on repart à l'étape 3, l'hypothèse de solution choisie par l'équipe n'est pas la bonne. Donc, on reprend
ce qui a été fait dans la table d'idéation et La on loupe. choisit une nouvelle hypothèse de solution. Donc, l'équipe va travailler de façon itérative, en ayant une démarche très humble et de se dire qu'il faut absolument réussir ensemble à apporter la bonne hypothèse de solution au client. Et il n'y a que le client qui peut le dire. Et le Ok. design sprint, pour ça, est remarquablement efficace. Ça ne dure pas des mois, ce n'est pas un projet parmi tant d'autres où là, tout se disperse, on passe des réunionites en compte rendu à ne plus savoir quoi en faire. Il n'y a aucune intelligence collective qui se crée. Un design sprint, on enferme les gens dans une super pièce, hein, attention, pas dans une prison, et en 5 jours maximum, eh bien, l'équipe, de façon tout à fait co-responsable, et ça, c'est aussi important parce que d'expérience, c'est vraiment pas le cas souvent, de façon partagée et cette responsabilité et cette créativité, elle est parfaitement collective. Une équipe réussit à s'approprier complètement la problématique du client, la comprendre et du coup faire preuve de créativité et ensuite proposer des hypothèses jusqu'à ce que ce soit la bonne. Voilà. Et moi, je trouve ça passionnant comme méthode. Ouais. Et est-ce que j'ai l'impression que ça fonctionne plus ou c'est plus facile à fonctionner dans une entreprise qui a déjà ses propres clients, qui a déjà ses méthodes qui fonctionnent et on a besoin d'innover. Mais est-ce que sur un environnement où on démarre tout de zéro, donc start-up, ces méthodes peuvent fonctionner? Où on n'a pas En encore des fait, elle. clients, on n'a pas encore identifié, excuse-moi pour Oui, j'ai vas-y, juste vas-y. ajouté à la question, mais on n'a pas encore des clients, on n'a pas encore un retour, on essaie de construire tout en même temps. Est-ce qu'on peut raisonner de cette façon et fonctionner de cette façon? Ah ben, moi, je pense que c'est la seule et unique façon, d'ailleurs, Ok, quand on se crée. Je rencontre trop souvent des porteurs de projets ou des jeunes créateurs d'entreprises qui, encore une fois, ont une culture centrée produit et pas du tout client. Alors qu'une entreprise existante, justement pour reprendre la question précédente, ait du mal à devenir ce qu'on appelle user-centric, je le conçois tout à fait. En revanche, qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui ne soit pas user-centric, mais reste, enfin, se crée en étant centrée sur son produit, ça, c'est une erreur dramatique. Il faut absolument commencer par dire, OK, j'ai une idée, je vois bien à peu près ce que je voudrais créer, on ne part pas de zéro, bien sûr, oui, mais, mais le premier travail fondamental, il est à qui je m'adresse? Qui sont ces gens? Comment ils fonctionnent? Quelles sont les réponses qu'ils trouvent ou qu'ils se sont créées, entre guillemets, pour pallier leurs problèmes existants? Comment ils faisaient sans moi? Et puis ensuite, qu'est-ce qui pourrait être générateur de bénéfices? Qu'est-ce qui pourrait être une réponse à un ou plusieurs problèmes rencontrés? Et là, petit à petit, on construit son produit ou son offre. ok, Et c'est là où ça change tout. Donc, de toutes les façons, il faut bien commencer par l'étape de compréhension. bien Avec sûr. empathie, je me mets à la place et je comprends le contexte et l'environnement dans lequel se trouve mon utilisateur final. Et ça, c'est vraiment fondamental en fait. Donc, ça fonctionne parfaitement pour les entreprises existantes et ça fonctionne parfaitement sur les créateurs d'entreprises. Et d'expérience, on le fait. Alors, je dis on, toute la communauté des Sprint Masters du monde et notamment, on va dire, la centaine certifiée par Google, Mm. on a vraiment autant d'expérience avec une entreprise hyper classique, type une banque ou un Ouais, musée, qu'avec des jeunes pousses innovantes, qu'avec des industriels. Ça, c'est pas du tout, encore une fois, ces méthodes-là sont faites pour penser client en misant sur l'intelligence collective pour pouvoir apporter une bonne solution qu'on pourra peut-être appeler après une innovation. Et donc, une fois qu'on a défini ça, ben on sait que ça s'applique à n'importe quel secteur et à n'importe quelle organisation. ok. Je te pose cette question parce que c'est quelque chose de très personnel, mais je veux profiter de t'avoir dans cette discussion. Je travaille sur une solution de parking pour les vélos, pour les deux roues en général. Mhm, Donc, il y a un produit physique, mais aussi un produit digital, une application. Et c'est là où je bloque dans ce que tu dis, parce que je ne vois pas comment je peux tester mon produit avant qu'il sera vraiment complet. Et je parle bien évidemment du produit physique. Donc, j'ai commencé à récolter des informations des clients. mhm. J'ai de retours, j'affine mon produit, etc. Tout ça, c'est bien identifié. Mais
c'est là où j'ai encore du mal avec les méthodes agiles. Enfin, le design sprint et le design thinking, je ne suis pas trop familier, mais je suis plus sur le côté agile. Mais je pense que ça se ressemble énormément sur les itérations et tout, que je ne peux pas encore récolter un utilisateur qui utilise ma solution parce que ça demande beaucoup d'investissement, ça demande que les mairies ils acceptent mon produit, etc. etc. Alors, effectivement, si tu veux, quand on parle de prototypage, en fait, il y a plein de termes. Alors, issus du monde industriel ou issus purement de ces fameuses méthodes de travail collaboratif. On parle de POC, on parle de MVP, on parle de proto. Et à chaque fois, suivant la méthode, on va donner une définition différente. Okay. Dans le cadre du design sprint, c'est très clairement, il faut qu'un proto soit fait en une journée parce que il faut qu'il puisse, on parle de Frankenstein style, tu vois, il faut que son but, c'est pas de tester le détail des fonctionnalités, c'est la proposition de valeur. Okay. Comment on fait pour tester la proposition de valeur? Si tu prends l'exemple de Dropbox à l'époque, les fondateurs de Dropbox, pour faire le proto, c'est-à-dire pour aller tester la compréhension, le ressenti, l'envie des futurs utilisateurs de Dropbox, est-ce qu'il y avait un marché ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fabriqué un faux Dropbox, ça aurait été une usine à gaz. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une vidéo, une espèce de motion design de mise en situation et ils ont récupéré les feedbacks comme ça. Un proto, par exemple, d'une interface, bah, tu peux la faire sur PowerPoint ou sur InVision, mais tu peux aussi raconter l'histoire. Tu peux faire, quand c'est un proto dans un magasin, par exemple, ou dans un musée, bah, tu fais de la signalétique en carton et tu orchestres des jeux de rôle, presque des comédiens, si tu veux, sans que ce soit évidemment professionnalisé à ce point-là, puisque tu ne peux faire ton proto qu'en une journée. Et il n'y a aucun sujet qui ne soit pas prototypable, à condition que ce soit bien pour valider l'hypothèse de solution, hein, on est bien d'accord, et pas l'usage d'une interface pour tel ou tel positionnement ou fonctionnalité. Mais donc, à partir du moment où on est bien sur la proposition de valeur et l'hypothèse de solution, tout se prototype en une journée. Et après, quelque part, tu travailles de façon itérative. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ces méthodes-là, et Gartner en parle très bien, même si les courbes, ça se modifie et parce que c'est très compliqué, il n'y a aucune courbe qui est parfaite. Mais Gartner a fait beaucoup de travail justement pour montrer à quel point, non seulement, alors la méthode, c'est comme la tech, c'est jamais une finalité en soi. En revanche, c'est un excellent moyen d'avancer et de réussir. Et en fait, en fonction de l'étape d'un projet, d'un problème rencontré par l'équipe, etc., on va aller chercher compétences et outils dans telle ou telle méthode. Et donc, effectivement, idéalement, il faut commencer avec du design thinking ou du design sprint. Ensuite, on peut adapter le Lean Startup. Sur le développement, on va être sur l'agile, etc., etc. Et rien ne s'oppose, au contraire, elles se marient toutes parfaitement bien, ces méthodes-là. Et après avoir dit tout ça, parle-moi d'expertise du coup. Enfin, je pense, si on assemble tout ce que tu viens de dire, c'est ton métier, mais comment tu présentes expertise aujourd'hui? Alors, expertise avec tout ce que je t'ai raconté. Oui, exactement. Pour ne pas répéter. Hein. Oui. Voilà, je me permets juste du coup de faire une courte genèse. Avec mon associé Ludovic Pruch, on a tous les deux, on travaille depuis avant la naissance de Google sur Internet. Hein, donc, on fait partie des dinosaures, comme on dit, du web. Il va hurler quand il va m'entendre. Et on a tous les deux une bonne expérience dans l'entrepreneuriat, start-up, salariat grand groupe, académique aussi, etc., etc. Et puis, quand on s'est rencontrés justement dans le cadre du réseau international des experts de Google, et on était mentors tous les deux dans le dispositif Google Launchpad, on a fait le constat que cette fameuse transformation digitale dont on parlait ne voulait pas dire grand-chose et puis, somme toute, était souvent un échec. Et nous sommes questionnés sur le pourquoi de cet échec. Et en fait, on s'est dit que le pourquoi, une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'était le problème de compétences et d'acculturation. C'est-à-dire que les entreprises qui veulent se digitaliser ne savent absolument pas par quel bout prendre la chose. Du coup, écoutent en gros n'importe quel prestat qui leur vend bien l'offre et partent dans les mauvaises directions. Voilà.
parce qu'il y a un problème d'acculturation et après un problème de compétences. Et donc, on s'est penché sur l'offre de formation et on a trouvé qu'on avait une place à apporter qui était un juste milieu entre, pour ne pas faire on va dire le défilé de slides poussiéreux avec des formateurs qui n'ont jamais travaillé sur ce qu'ils enseignent, et l'effet, ce que moi j'appelle l'effet gourou, c'est-à-dire j'ai passé une demi-journée ou une journée avec quelqu'un qui m'a appris des choses, waouh, c'était passionnant, mais alors concrètement, dans mon quotidien professionnel, je ne sais absolument pas comment l'appliquer. Et voilà, et on s'est dit qu'en fait, on pouvait, nous, apporter un élément de réponse. Et donc, on a créé Expertise. Donc, on s'appuie sur un réseau de professionnels qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont à la fois extrêmement compétents dans leur métier et aussi extrêmement empathiques, embarquants, engageants, parce que c'est aussi de l'accompagnement au changement induit, en fait. Donc, il faut donner envie aux équipes de faire les choses différemment et d'aller dans d'autres directions que celles qu'ils ont l'habitude de connaître. Et puis, on fait que du sur-mesure en proposant à la fois une super expérience pour les apprenants et non pas on te punit parce que regarde, on a mis le doigt sur ce que tu ne savais pas faire, mais plutôt on va te donner envie de faire les choses autrement et tu vas voir, ça va être génial. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on apporte des vraies réponses concrètes à nos donneurs d'ordre. On ne fait pas une formation parce qu'on est obligé, on ne fait pas une formation parce que la loi nous l'impose ou je ne sais quoi. On fait une formation parce qu'on va gagner en chiffre d'affaires, gagner en part de marché, gagner en nombre de clients, gagner en fidélisation et en durée de vie du client, etc. Ça dépend après de l'organisation de l'entreprise. Et donc, on a évidemment des KPI qui sont assez clairs. Donc, on explique qu'effectivement, rien n'est surfait, c'est du pratico-pratique. Il y a quelques expressions anglaises là, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. C'est le learning by doing. Donc, on a un cadre, un expert formateur qui, dans un moment particulièrement intéressant, nous montre concrètement comment on va pouvoir changer notre façon de travailler. Et ensuite, on part du principe que, de toutes les façons, toute transformation et toute innovation vient principalement de l'interne. Donc, nous, en fait, on est là pour donner les bonnes clés aux collaborateurs, quel que soit le niveau hiérarchique, ça, c'est vraiment pas le problème. Donc, on donne les bonnes clés pour se transformer, les bonnes méthodes, et on fait émerger. Voilà. Mais la réponse, en fait, il n'y a que l'interne et les clients qui peuvent l'avoir. Très bien. Et donc, vous êtes combien aujourd'hui chez Expertise? Alors, chez Expertise, on est une petite équipe puisqu'on est 5. En revanche, on travaille avec une soixantaine d'experts formateurs et un noyau dur d'une petite vingtaine. Voilà. Très bien. Comment les gens peuvent suivre ton activité? Comment ils peuvent connaître par rapport à ce que tu fais, que ce soit LinkedIn, les sites, enfin, c'est ton moment. Alors, moi, j'anime pas mal d'ateliers justement pour entre pairs, on va dire, ou de conférences pour justement partager nos pratiques, nos expériences, nos méthodes, nos façons de faire. Donc déjà, tous ceux qui, par exemple, j'ai donné pas mal de conférences d'ateliers dans des conférences agiles. Voilà. Après, je suis évidemment assez présente sur les réseaux sociaux. Et puis de temps en temps, je vais en préférer un plutôt qu'un autre. Alors en ce moment, je préfère Twitter à LinkedIn. mais je suis assez active aussi. Et puis de toute façon, mes coordonnées sont parfaitement publiques. Donc comme tu as pu le constater, j'aime bien discuter. donc la porte est ouverte. Voilà. Et de toutes les façons, je me permets d'insister, mais je pars vraiment du principe qu'il faut en permanence, d'où mon rôle chez French Tech ou au sein de l'association Akinum, je pars du principe que plus on va échanger, partager, et meilleur on sera. Et c'est vraiment… exactement. Et ceux qui ont peur de perdre leur différenciation, leur savoir en partageant, vont dans le mur tout seuls. Donc moi, je suis plutôt favorable au partage et c'est comme ça qu'on est meilleur. Voilà. Ok. Et du coup, avant de finir, c'est quoi tes futurs projets? Déjà, tu as une liste des choses que tu es en train de faire à ce moment, que j'ai cité dans l'introduction. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu vas ajouter sur cette liste-là?
Alors, là, dans la liste, il y a tellement de choses. En fait, j'ai une liste. J'ai pas une liste. En fait, j'ai un tableau. Oui, J'ai un tableau et avec les coups de cœur et les priorisations. Voilà. Et évidemment, tout ça, ça bouge avec l'actualité d'expertise, avec l'actualité tout court, évidemment, avec les rencontres que j'ai. Mais je l'ai toujours sous les yeux et je trouve que c'est très important de se projeter en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le présent, mais ça veut dire quand même qu'on sait qu'il y a du sens dans l'histoire, quoi. Voilà. ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu travailles dessus à ce moment ou uniquement expertise et la French Tech du coup? Ah non, alors j'ai un autre projet qu'on a créé, en fait, qu'on a lancé pendant le confinement, au cas où on se serait ennuyé, avec mon associé et puis et trois autres personnes. Et donc, on a créé une autre entreprise qui s'appelle Marco Polo, Ok. euh, qu'on lance, qui est un bébé, mais je suis sûre qu'on va se régaler, qui est aussi dédié à la co-innovation. Je travaille de plus en plus, mais c'est déjà très présent, très prégnant, avec les acteurs sociaux pour les accompagner justement dans le cadre de la dématérialisation et de la lutte contre l'électronisme. Et ça, c'est un sujet qui me booste énormément. Et donc, je fais souvent le grand écart entre guillemets, la start-up innovante avec du design sprint et puis les acteurs sociaux et versus la CAF, Pôle emploi et je ne sais quoi. Ok. Et il y a tellement de choses à faire sur ce sujet et voilà, qui est vraiment dans mon cœur et dans mon esprit et dans mon quotidien professionnel depuis déjà 6-7 ans et qui est d'autant plus présent aujourd'hui. Hmm. Donc là ça fait partie des choses qui vont continuer d'avancer. Ma dernière question, c'est est-ce qu'on est né entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Et ben, c'est une bonne colle parce que j'ai toujours dit qu'on devenait entrepreneur. Et en fait, la dernière fois, quelqu'un m'a prouvé par A plus B, après une longue discussion qu'on avait eue, que en fait, j'avais dû naître entrepreneur, mais sans le savoir. Tu peux Voilà. me parler de ça? Tu te rappelles de son A plus B, enfin, comment il t'a expliqué? Bah, en fait, il m'avait dit, bah, puisque tu as fait ça à tel âge, voilà, tu es parti seul dans un autre pays, et puis parce que tu t'es lancé dans tel sujet que tu ne connaissais pas, et puis tu as fait ça de telle façon, et Ah, puis, et puis, et puis, bah, en fait, c'est que j'ai toujours eu, on va dire, ce potentiel entrepreneur. Après, je reste convaincu que ça s'apprend. On continue d'apprendre et on apprend toujours à être entrepreneur. Mais quelque part, c'est un peu comme le management. hmm. Je pense que celui qui est fondamentalement pas manager, on a beau lui expliquer par A plus B comment il peut devenir un bon leader ou un bon manager, ça ne marchera jamais, hein. Il faut à la base une posture, on va dire des soft skills. Encore une fois, je suis désolée de ces anglicismes, Non, mais mais de base, voilà, il faut s'intéresser aux gens, il faut avoir envie d'aller leur parler, il faut avoir envie d'embarquer. Et après, il y a des méthodes de management qui permettent de s'améliorer. Mais, oui. mais il faut l'être intrinsèquement, naturellement à la base. Peut-être qu'entrepreneur, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir un petit côté, avoir envie de faire les choses différemment et penser différemment. Peut-être aussi un brin de folie, ça c'est fort possible, hein, je ne dis pas le contraire. Et puis après, après on apprend. Voilà, on apprend Ok, sur le tas, on apprend par ses pairs, on apprend par des pros, mais on apprend toute sa vie. ok, magnifique. Du coup, c'est plus une question, c'est je te laisse le mot de fin. Ce que tu as envie de dire. Alors, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est génial. Et il faudrait juste euh, être un tout petit peu plus, on va dire, acculturé, proche des entrepreneurs pour redonner envie à tout le monde, en fait, d'être entrepreneur à un moment dans sa vie. On n'est pas entrepreneur pour le rester pendant 40 ans. On n'est pas dans la bonne case. On n'est pas là pour gagner de l'argent au bout de 3 mois, 6 mois et détester son équipe. Bref, je trouve qu'en France, il y a une image de l'entrepreneur qui est facilement faussée et qui peut freiner certains. Alors que l'entrepreneuriat, c'est juste penser les choses différemment et essayer d'apporter des réponses. Et ça, je trouve ça génial et c'est évidemment ouvert à tous. Voilà. Magnifique. Merci Hélène. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi.